le domaine qui contribue premièrement à donner l'information, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de méditation en pleine conscience, à préciser le contexte, pourquoi parle-t-on de méditation en pleine conscience à l'hôpital, et puis peut-être à lever des tabous, répondre à des questions, mais surtout, j'espère, à lancer un débat que j'aimerais vivant. C'est vraiment un lieu qui est destiné à des réflexions, partage de réflexions, partage de questions, partage d'expériences, partage de peur, partage d'espoir. Et à la fin, on devrait ressortir de là tous plus conscients de ce dont on parle quand on parle de méditation en pleine conscience. Donc le médecin qui va intervenir aujourd'hui est particulièrement importante et intéressante pour ce café éthique, puisque c'est la pionnière de l'usage de cette technique dans le cadre de la prise en charge de la douleur. Donc je vais lui laisser la parole. Donc merci de m'avoir invité à parler effectivement de ce thème qui est la méditation en pleine conscience. Alors, méditation en pleine conscience, ça fait déjà méditation, ça a un petit côté gourou, ce qui inquiète toujours un peu. Et du coup, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut tout à fait se faire du bien aux patients, et que ce n'est pas du tout une histoire de gourou, mais que c'est vraiment quelque chose de tout à fait scientifique. Donc en quoi c'est une nouvelle approche antalgique, c'est-à-dire comment on arrive à soulager avec cette pleine conscience, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu ensemble. Alors qu'est-ce que la méditation en pleine conscience? C'est un état de conscience modifié. C'est nous-mêmes qui décidons de nous mettre dans un certain état d'esprit. Et en fait, on réapprend au décours de cette formation qu'on peut avoir, on réapprend à utiliser nos 5 sens. On a bien souvent laissé de côté nos 5 sens, mais aussi par exemple notre respiration. On respire en permanence. On n'y pense jamais, on est en train de respirer. On y pense quand on est en train de s'étouffer, mais ça s'arrête là. Sinon, on n'y pense plus. Donc c'est retrouver ces 5 sens, et ça c'est important pour les patients douloureux chroniques qui bien souvent ne vivent leur corps qu'à travers la douleur. Et ils ne se rendent même plus compte, même quelquefois, d'un bon repas, ils ne savent plus l'apprécier. Or ça, c'est important de leur redonner aussi ce côté-là. Prendre aussi conscience de nos pensées. Et ça, on va voir là aussi que penser, on pense tout le temps. Et on se dit que la méditation, ça devrait être arrêter de penser. C'est complètement illusoire, on n'arrête jamais de penser. Mais ce qui n'est pas illusoire, c'est de regarder à quoi on pense et de voir un petit peu si on a raison ou pas de penser comme on pense. Un petit exercice que vous pourrez tous faire dès ce soir en vous lavant les dents, c'est de voir à quoi vous pensez à ce moment-là. Et dans la très grande majorité des cas, s'il y a quelque chose qui vous a agacé dans la journée, qui vous a irrité, vous pouvez être sûr que c'est ce que vous êtes en train de vous raconter. Et que ça, si vous faites des stops comme ça au cours de la journée, tous les jours, vous vous rendrez compte que dès qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, c'est ça qui revient en permanence. Et que vous vous répétez, et que vous vous répétez, vous avez l'impression de gérer un problème, vous ne gérez rien du tout. Vous ne faites que vous répétez que ça ne va pas. Et en général, ça vous empêche complètement de voir au côté quelqu'un qui est en face de vous, qui vous sourit. Vous êtes passé à côté parce que vous êtes dans vos pensées. Ça, être dans ses pensées, on sait bien ce que ça veut dire. Et justement, c'est apprendre à se mettre un petit peu de côté pour pouvoir les penser différemment. Et puis le troisième grand point, c'est les émotions. Parce que on ressent quelque chose dans notre corps, on réfléchit, notre mental nous dit quelque chose, et tout ça, ça débouche aussi sur notre affect et nos émotions. Et là aussi, on apprend déjà à décoder nos émotions. Chacun réagit différemment. Quand on est agacé, on a tous notre manière d'être agacé. Pour les uns, ça va être de serrer les dents, pour les autres, ça va être des petits guillis dans le ventre. Chacun a ses manières de ressentir l'agacement, mais aussi les pensées qui vont avec. Et ça, c'est d'apprendre à savoir pour chacun comment justement on vit telle ou telle émotion. Et en fonction de nos émotions, de voir si on veut rester dans cette émotion ou si on peut passer à autre chose. Là aussi, la méditation n'est pas du tout abolir les émotions, comme on
ne peut pas abolir les pensées, on ne peut pas abolir les émotions. Et ce n'est pas du tout notre but là non plus. Mais c'est de les laisser à la place qu'elles ont à occuper dans nos vies au quotidien. Et ça, on va revoir un petit peu comment on s'y prend. Alors, quand on parle de méditation en pleine conscience, il y a une histoire d'attention focalisée qui était en fait les premières techniques qui avaient été utilisées en psychothérapie, les techniques qu'on appelle cognitivo-comportementales. Et on est dans cette troisième vague de techniques cognitivo-comportementales. Il y a donc cette méditation en pleine conscience et il y en a un autre niveau qu'on appelle méditation de compassion et d'amour bienveillant et qui là, il y a des groupes de méditation un peu partout. Maintenant, il y en a dans Paris, il y a même un bar à méditation maintenant dans Paris, à côté de l'Opéra. On peut aller se poser pendant une demi-heure pour méditer, moyennant finance bien sûr, parce qu'autant que ce soit lucratif. Mais nous, là, ce n'est pas notre propos à l'hôpital. Nous, on propose ce qui a été proposé par Jon Kabat-Zinn, qui est le fondateur de cette technique, qui l'a proposé dès la fin des années 79-80. Et en 82, il a réellement mis au point son programme qui s'appelle MBSR, donc Mindfulness Based on Stress Reduction, qui est donc pour la gestion du stress d'une manière générale. Et dès 1982, il y a une première publication qui est sortie sur la prise en charge des patients douloureux chroniques avec ce système-là, et qui montre qu'au bout des 8 semaines, parce que le programme dure 8 semaines, au bout de ces 8 semaines, la douleur était déjà légèrement diminuée, mais en plus, la qualité de vie des patients était très nettement améliorée. Alors ça, c'est le premier programme qui a été conçu, puis il y en a des dérivés qui sont arrivés derrière, et dont en 1995, des Canadiens et des Anglais sont venus suivre ces techniques MBSR et ont voulu appliquer ça justement pour tous les patients déprimés et les anxieux. Et a découlé ce nouveau programme, qui date de 1995, qui s'appelle MBCT, donc Mindfulness Based on Cognitive Therapy, et qui là est plus pour éviter les rechutes de dépression et aussi pour gérer les troubles anxieux. Ce qui, pour nos douloureux chroniques, c'est effectivement quelque chose de très important parce que bien souvent d'avoir mal et mal pendant très longtemps, ça déprime. En général, on n'est pas très heureux, il y a plein de choses qu'on n'arrive plus à faire ou qu'on croit qu'on ne peut plus faire, ce qu'on voit aussi, mais surtout ça nous rend anxieux sur notre travail, notre vie sociale, notre avenir. Donc tout ça, c'est aussi une manière de gérer l'anxiété qu'on va pouvoir proposer aux patients. Et donc, depuis, il y a d'autres programmes qui sont sortis, entre autres pour la gestion des addictions, qui se font de plus en plus. Alors, là où justement c'est vraiment un protocole et c'est scientifique, c'est parfaitement écrit, parfaitement codifié. Ce qu'on fait dans ces séances, là aussi, c'est on sait à l'avance ce qu'on va faire dans la séance, les types d'exercices qu'on va faire. Et donc ça comporte en 8 séances de 2 heures, donc avec des exercices qu'on fait, des exercices qui peuvent durer soit 3 minutes, soit jusqu'à 40 minutes. Mais surtout, il y a tout ce qu'on appelle le dialogue exploratoire, c'est-à-dire que les gens vivent une expérience pendant quelques temps, et après ça, ils le partagent. Et ils le partagent sur le plan de ce qu'ils ont ressenti physiquement, dans leurs pensées et dans leurs émotions. Et ce débriefing, ça permet aussi aux gens de faire leur chemin, de comprendre pourquoi ils font ça et pourquoi on va leur demander de le refaire. Parce que les séances, c'est le démarrage, c'est le tout petit début. Parce qu'en fait, on demande entre chaque séance aux patients et à nous-mêmes qui sommes instructeurs, on n'est plus thérapeutes dans cette indication-là. Et à ce moment-là, tout le monde qui participe à ce groupe s'engage à ce que tous les jours, ils fassent d'une demi-heure à 1 heure de méditation. Alors, ce n'est pas forcément prendre du temps sur ce qu'on a à faire déjà à nos journées complètement débordées et tout. C'est apprendre aussi à le gérer différemment. Et il y a des exercices formels où on est effectivement posé, alors pas forcément sur un tapis, ça peut être sur une chaise, ou même debout dans les transports en commun. On peut très bien faire 1 quart d'heure de méditation dans le tram quand on vient bosser. Mais et là aussi, c'est apprendre à gérer son temps un peu différemment, plutôt que
de s'énerver en disant « Ah, ça n'avance pas, oh, il s'arrête encore le tram, le train, surtout en ce moment avec les problèmes de transport. » Eh ben, on profite de ce moment-là pour voir ce qu'il y a autour de nous, pour voir comment on se sent. Tout ça, c'est un apprentissage. Et donc, c'est toute cette routine qui se met en place au cours de ces 8 séances qui fait qu'au bout des 8 séances, au bout des 2 mois, il y a vraiment des modifications qui peuvent s'opérer. Alors, comment ça marche, les exercices de méditation? Donc, on a ces exercices formels, bien protocolés là aussi, et des exercices informels. Donc, quand je vous dis de regarder à quoi vous pensez en vous lavant les dents, c'est déjà un exercice informel. De faire attention quand vous êtes en train de marcher, vous levez de votre bureau, vous allez à la photocopieuse, plutôt que d'être là en train de cogiter sur la réunion à laquelle vous allez aller, celle que vous n'avez pas fait, le papier que vous n'avez pas envoyé. Non, simplement vous prenez conscience du fait de l'appui de votre pied sur le sol, de comment vous respirez. Et vous verrez que faire ça 10 fois 30 secondes dans la journée, ça va vous changer votre journée. Donc tout le monde peut y avoir accès. Et là aussi, ce qu'on ne cherche pas forcément, on ne cherche pas à se détendre. Ce ne sont pas des séances de relaxation. On cherche vraiment simplement à voir ce qui est et à rester au plus près de la réalité. Dans notre corps, toujours, dans nos pensées et dans nos émotions. Et ça, ben, là aussi, c'est un vrai apprentissage. Et au cours de ces exercices, justement, même si on se concentre sur notre souffle, là, on respire. Tout le monde avait déjà oublié qu'il respirait. Pourtant, vous n'aviez pas oublié quelque part chez vous. Donc, ne serait-ce que de repenser à votre souffle, essayez de rester dans cette pensée-là pendant quelques cycles. Vous verrez que déjà, au bout de 3-4 cycles, vous pensez déjà à autre chose. À ce que vous allez faire, à mais pourquoi on est là, tout ça. Mais c'est exactement ça la méditation. C'est voir où notre esprit est parti et à partir de là, le ramener, décider non, j'avais dit que là, je prenais le temps de 10 respirations où je m'occupais de moi. Et bien, on revient à sa respiration. Et c'est juste ça, en fait, la méditation. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on ne peut pas le rater. Il n'y a pas des exercices qu'on ne fait pas bien. À l'inverse de la relaxation, de la sophrologie, où là, on a un but, où on veut se détendre. Et ça, pour un douloureux chronique, justement, il n'y a rien de pire que de se dire non, là, il faut que je me détende, comme ça, j'aurai moins mal. Alors, il faut que je me détende, mais là, j'y arrive pas du tout. Là, je suis juste pas bien. C'est comme quand on veut essayer de dormir. Demain, il faut à tout prix que je dorme ce soir, parce que demain, ça va être l'enfer, ma journée. Donc, si je dors pas, ça va être encore plus l'enfer. Et puis, alors, dans ma journée, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Et puis, alors, j'ai encore oublié de faire ça. Bah, on est sûr de ne pas dormir. Parce qu'on suit, justement, notre petit vélo, le cycle de nos pensées. Ce qu'on appelle, nous, le vagabondage de notre mental, qui saute comme ça d'une idée à l'autre. Et quand on commence à y faire un peu attention, c'est étonnant de voir jusqu'où on peut aller et si vite et en si peu de temps se faire des scénarios qui vont vraiment dans tous les sens. Alors qu'avec la méditation, si on se sert juste à se recentrer sur ce qu'on ressent là dans le gros orteil de notre pied gauche ou dans notre respiration, ils sont toujours là, hein, notre gros orteil et notre respiration. Et bien, à ce moment-là, notre esprit, il lâche et on arrête d'être dans cette espèce de cycle infernal. Et tout ça, c'est maintenant quelque chose qui est bien connu, justement, sur un plan scientifique, qu'on arrive à voir vraiment pourquoi ça marche comme ça. Alors, ça, je vous parlais donc de la manière dont se passent ces groupes. Et en fait, au fur et à mesure des séances, on va évoluer un petit peu dans notre apprentissage. On démarre effectivement sur l'apprentissage des sens. Et donc, la première séance, on est quand même 30 minutes avec un grain de raisin. Ça ne nous arrive pas beaucoup à chacun de mettre une demi-heure à manger un grain de raisin. Mais on ne fait pas que le manger, c'est-à-dire que justement, on reprend conscience de chacun de nos sens, que ce soit le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, faire crisser un petit grain de raisin entre ses doigts, et puis à la fin, le goûter et l'avaler. Et ça prend effectivement une demi-heure. Et ce qui est très intéressant pour nos patients justement douloureux chroniques, c'est qu'ils se rendent souvent compte que dans cette demi-heure, ils n'ont pas eu mal. La douleur, elle n'était pas présente. Quand et ça on le sait très bien, quand on se focalise complètement sur quelque chose, quand on est dans un film qui nous passionne complètement, bah, si on a une douleur qui est là habituellement, on ne la sent plus. C'est-à-dire que cette focalisation de l'attention, ça permet d'enlever effectivement la douleur à côté.
Donc ça, souvent, c'est une découverte pour les patients douloureux chroniques. Mais en plus, déjà au décours de cette expérience, on fait marcher nos 5 sens. Dans le même temps, et parce que dès le départ, on demande aux gens aussi de regarder à quoi ils pensent, les commentaires qui peuvent se faire. Imaginez bien qu'aller écouter un grain de raisin, on peut dire, mais elle n'est pas bien celle-là, qu'est-ce qu'on fait là, j'aurais jamais dû venir à ce genre de truc, c'est encore une histoire complètement loufoque. Bon, et ça, des commentaires comme ça, on n'arrête pas de s'en faire pour tout ce qu'on fait, tout le temps. Et ça, là aussi, c'est d'en prendre conscience, de réaliser ce qui est en train de se passer dans notre mental, pour voir si, oui ou non, on veut adhérer à notre mental. Au départ, c'est juste le repérer. Et puis progressivement, justement, au fur et à mesure de nos séances, on va justement voir que l'expérience qu'on peut avoir, c'est l'expérience réelle, c'est pas celle qu'on a imaginée, qu'on aurait voulu qu'elle soit. Ça, c'est tout notre décalage aussi sans arrêt entre ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on voudrait vivre ou ce qu'on aurait voulu revivre. Et là aussi, de répéter ces expériences, ces exercices qu'on demande aux patients de faire, le fait de voir qu'un exercice qu'on appelle par exemple l'exercice de la montagne, où on se visualise comme une montagne solide, forte, et où on fait défiler dans sa tête les 4 saisons, ben, on peut s'apercevoir que si on le refait pendant une semaine d'affilée chaque jour, à chaque fois il va se passer quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est aussi notre manière de penser, c'est-à-dire que habituellement, quand on fait ou qu'on refait quelque chose, on a l'impression que ça va se passer exactement comme les autres fois. Alors, c'est jamais le cas. Et ça, c'est essayer de garder cet esprit d'ouverture pour essayer de comprendre que ben, tout est toujours possible devant nous. Mais il faut qu'on aille réellement chercher, regarder ce qui est en train de se passer. Et pas seulement se dire, ah oui, ça je sais bien, ça doit se passer comme ça doit être comme ça. Et c'est là où on a effectivement énormément de surprises et sur même la manière dont on peut vivre les choses. Et donc de garder cet esprit de curiosité en fait par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, même de marcher, même de respirer. Parce qu'effectivement on ne respire pas du tout de la même façon quand on est énervé ou quand on est simplement calme et détendu. Ce qui est aussi au décours de ces séances, c'est d'essayer justement d'apprivoiser ses pensées, de voir à quoi on pense, et de voir combien on est en train, sans arrêt, de se faire des commentaires sur ce qu'on vit, de se rajouter des consignes aux consignes, et ça, on en prend conscience dans ces exercices, mais chacun de nous peut aussi en prendre conscience. C'est-à-dire, quand on vous demande quelque chose, vous vous rajoutez un délai, une manière de le faire, et tout ça, c'est en fait toute une espèce de contrainte qu'on se rajoute sans arrêt, et qui fait que on peut perdre du temps à faire une tâche qui aurait pu être faite peut-être un peu moins bien, mais peut-être de manière tout aussi efficace. Et ça, c'est quelque chose aussi, cette espèce d'esprit critique qu'on prend par rapport à toutes ces consignes, à toutes nos pensées qu'on peut se rajouter. Et là aussi, croire ses pensées, c'est-à-dire que tout ce qu'on se dit, on se dit forcément qu'on a raison. C'est forcément comme ça qu'il faut penser. Alors là aussi, on fait faire des petits exercices où on agace un peu les gens dans ce qu'on leur raconte. Il suffit de 2 minutes pour agacer les gens, ça va assez vite. Et dans ces cas-là, on leur demande de ressentir dans leur corps effectivement comment ça les agace, mais aussi quand on débriefe après, ils se rendent compte que chacun a sa manière différente d'être agacé. Et de voir que ce qu'on a pu croire nous, il y a plein d'autres manières de réagir et de fonctionner. Parce que bien sûr, quand on a justement des pensées et des émotions, tout ça débouche sur un comportement. Et tous nos modes d'action, notre manière d'agir, débouchent justement de ces espèces de choses qu'on s'oblige à faire. Ça vous est tous arrivé, vous êtes chez vous, vous êtes en train de vouloir ranger quelque chose. Et puis en rangeant, vous posez le truc, puis vous voyez autre chose, donc vous repartez faire autre chose. Et comme ça, vous avez pu faire une dizaine d'actions différentes. Et en fait, l'objet initial que vous alliez chercher, vous l'avez complètement oublié. Donc ça, c'est votre esprit, vous avez juste fait de suivre en action ce que vous dit votre esprit, au fur et à mesure. Là aussi, vous ouvrez votre boîte mail pour envoyer un mail d'urgence, vous devez faire tout de suite. Vous l'ouvrez. Il y a la réponse à quelqu'un, vous l'attendiez déjà depuis hier soir. Vous ouvrez. Ah oui, puis ça, il faut que j'y réponde. Donc on répond.
hop, et on a un autre mail d'autre chose qui nous emmène sur Internet. Bon, on y a passé une demi-heure, on referme, on passe à autre chose, et le mail de départ, on a juste oublié de l'envoyer. Ça, on fonctionne tout le temps comme ça. Et de s'en rendre compte, ça nous redonne de la liberté, en fait. Ça nous permet de comprendre un petit peu comment on fonctionne et d'adhérer ou pas. On peut avoir raison de faire là tous nos mails les uns après les autres, mais on peut aussi prioriser les choses différemment. Mais si on ne s'en rend pas compte, si on ne prend pas conscience, c'est là où c'est vraiment de la prise de conscience, de la pleine conscience, on ne fait que suivre notre espèce de vagabondage, notre manière de nous parler, chacun à notre sauce, hein, mais qui n'est pas toujours le plus efficace possible. Donc ça, à chacun de voir comment on fait. Et puis, en fin de programme, parce que tout ça c'est bien beau, mais ce qu'on a quand même envie, c'est qu'on progresse un peu pour nous et aussi pour les autres. Donc c'est aussi d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes et justement d'arrêter de nous obliger à faire plein de choses, alors que ça pourrait très bien attendre le lendemain. Et c'est aussi notre manière de nous parler. Moi, je m'en suis rendu compte un jour où j'avais sorti un plat du four, je l'ai posé à côté, j'ai été dérangée, j'y reviens et j'oublie de prendre les maniques pour attraper le plat. Je me brûle. Première réflexion, quelle conne! Pourquoi je me parle comme ça? Déjà, je me brûle. Je n'ai pas besoin, en plus, de m'insulter. Ça, c'est un exemple, mais on fait tout le temps ça. On se parle mal. Alors, il y a des tas de moments où on peut être indulgent avec soi-même et se dire, bon, très bien, tu t'es fait mal, je vais m'occuper de moi. Je vais aller mettre les mains sous l'eau, plutôt que de se traiter de tous les noms. Et ça, là aussi, apprendre à avoir de la bienveillance envers soi, on n'est pas moins efficace pour autant, on n'est pas pas moins compétitif, on est juste plus indulgent, et globalement, pour nous, ça se passe mieux. Et surtout, on apprend que quand on l'est comme ça avec nous, on peut l'être aussi avec les autres. Et que ça change beaucoup. Et là aussi, pour les douloureux chroniques, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour eux, de découvrir que c'est pas parce qu'ils ont un handicap ou ils ont une douleur qu'ils ne peuvent pas être bienveillants envers eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire que déjà ce qu'ils font, c'est déjà très bien. Ils peuvent se féliciter de réussir à faire ce qu'ils font, plutôt que de se rajouter des couches en disant « mais non, j'y arriverai pas, ce ne sera pas possible ». Donc voilà, ça c'est un apprentissage qui a besoin d'être continué. Et c'est pour ça qu'il faut l'entretenir et qu'il faut continuer d'en faire un peu tous les jours pour que ça marche. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors pourquoi je vous dis que tout ça est scientifique? Parce qu'effectivement, il y a eu plein d'études qui ont été faites, et entre autres, avec tout ce qu'on appelle la neurobiologie. Donc on a été dosé tout un tas de choses chez les gens pour voir si, des neuromédiateurs, des choses comme ça, pour voir si ça jouait sur le stress ou pas. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, tous ces neuromédiateurs, comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines, qui sont des sources de plaisir, de récompense, d'absence de douleur, tout ça s'est augmenté après même une séance d'une heure de méditation. Et ça va d'autant plus qu'on en fait de plus en plus souvent. Mais à l'inverse, toutes les hormones ou les neuromédiateurs, là encore, qui augmentent le stress, comme le cortisol salivaire, toutes les catécholamines, la noradrénaline, tout qui joue sur la tension, sur le rythme cardiaque, sur le diabète éventuellement, tout ça vont être diminués par une méditation régulière. Et donc, on voit déjà que ça pourra tout à fait avoir des implications sur tout un tas de pathologies, comme les pathologies cardiovasculaires par exemple, et toutes les pathologies liées au stress, comme les pathologies inflammatoires, les pathologies dermatologiques, et bien sûr aussi dans le cancer, parce que tout ce qui joue sur toutes les cytokines, sur toute l'inflammation, on sait que ça peut jouer là aussi de manière importante. Alors, on l'a aussi étudié sur un plan des électroencéphalogrammes. On a vu qu'une séance de méditation, ça modifie le rythme et que ça synchronise beaucoup mieux tous les rythmes. Et puis, on a été plus loin dans la neuroimagerie. Alors là, il y a des tas de méditants, dont Mathieu Ricard, qui a passé des heures dans des IRM, à méditer dans des IRM. Et on a constaté qu'effectivement, il y a des vraies modifications. La substance grise, elle se muscle. Plus on médite, plus on muscle certaines parties de notre substance grise, et plus on fait justement travailler certaines aires du cerveau par rapport à d'autres, et qui vont, au bout du compte, nous amener
des pensées différentes, un comportement différent. Entre autres, la zone de l'amygdale, qui est la zone de la peur, va être très nettement désactivée dans ces cas-là. Or, la peur d'avoir mal, c'est déjà avoir mal, c'est ce que disait Voltaire. Mais on sait très bien que l'anticipation anxieuse de la douleur, ça majore énormément l'intensité de la douleur. Et ben, ça va jouer spécifiquement sur ces zones-là et donc permettre de diminuer cette composante-là de la douleur. Et un certain nombre d'autres zones également. Alors, déjà, les indications qu'on peut avoir en douleur chronique, pourquoi ça marche? Alors, plus en douleur chronique, effectivement, qu'en douleur aiguë, parce que c'est plus des patients qui sont douloureux sur du long terme, qui vont avoir besoin de cette prise en charge, de cette manière d'appréhender les choses. Déjà, ce qu'on leur apprend, c'est justement qu'ils ont un corps qui est autre chose que la douleur. Ça, c'est déjà voir qu'on a d'autres sens et justement se réapproprier son corps. Et ça, c'est déjà très important. Mais aussi, la douleur, c'est ne pas chercher sans arrêt à l'éviter. Ça, c'est aussi quelque chose dans ces exercices où on vit ce qui est. Ça peut être de l'agréable comme ça peut être du désagréable. Il y a des jours où il pleut, des jours où il fait beau, on continue de vivre tous les jours. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire qu'on est en train de vivre si on a mal ou si on n'a pas mal. Donc on peut vivre avec. Et c'est cette acceptation de l'expérience, même de l'expérience désagréable, qui est très importante pour les patients, mais aussi pour nous en tant qu'instructeurs, et qui justement va diminuer un petit peu toute cette énormité, je dirais, que prend la douleur, c'est-à-dire que les gens vivent uniquement autour et s'organisent autour de leur douleur. Mais avec ces exercices, là aussi, ils apprennent à découvrir qu'ils peuvent fonctionner autrement. Et puis surtout, apprendre que ce qu'ils pensent par rapport à leur douleur, ce qu'ils s'imaginent, dire « Oh, faut pas que j'en fasse trop parce que sinon je vais avoir mal, si j'ai mal, je ne pourrai pas faire ci ». En fait, on s'aperçoit bien souvent l'activité physique, qui est pourtant, ce qu'on n'arrête pas de dire à longueur de consultation, plus vous en faites, moins vous aurez mal. Ben, en général, les gens se disent autre chose, c'est-à-dire que j'ai mal, donc j'arrête, donc je fais rien d'autre. Et donc on en fait comme ça de moins en moins et on a de plus en plus mal. Alors que si on se rend compte que ça, c'est une pensée, c'est quelque chose, c'est un ordre qu'on se donne, mais qui n'est pas la réalité et qui n'est pas non plus ce que les médecins en général leur disent. Ben, les gens vivent ça totalement différemment. Et on a vu comme ça dans les patients qui ont pu suivre nos groupes qu'effectivement, ils gèrent leurs antalgiques totalement différemment. Et on en a un certain nombre qui ont pu arrêter les traitements de fond parce qu'en fait, ils continuaient de le prendre plus parce qu'ils avaient peur qu'un jour la douleur se redéclenche. En fait, ils n'en avaient plus besoin. Ou que justement, ils vont anticiper la douleur, vu qu'ils se rendent compte qu'ils risquent d'avoir mal s'ils vont marcher, et bien ils vont prendre l'antalgique avant, plutôt que d'attendre d'avoir mal, trop mal, que l'antalgique marche moins bien. Donc ça, c'est toute une gestion qui s'auto-éduque par rapport à ça. Et là aussi, ce qu'on a dit, c'est de diminuer énormément cette anticipation anxieuse de la douleur. C'est-à-dire arrêter d'avoir peur d'avoir mal, accepter de faire des expériences. Beaucoup aussi de nos patients douloureux chroniques disent « Ah non, moi je ne peux pas partir en week-end, là ça va être trop, il y a 60 km de route, là moi à la fin j'aurai trop mal, je serai trop fatiguée, et si jamais je suis obligée d'aller me coucher ». C'est les si jamais, si jamais, si jamais. Ça, on sait sans répéter des kilos, mais et si jamais on essayait et qu'on voyait que finalement ça se passe pas si mal que ça, et qu'avec les antalgiques, on arrive tout à fait à gérer les choses, et surtout qu'on découvre que d'avoir vu d'autres gens, d'avoir fait quelque chose d'autre, on est tellement content, ça nous apporte tellement qu'à partir de là, ils appréhendent justement leur vie d'une manière totalement différente. Et c'est en ça où, effectivement, ces 8 séances de méditation, ça peut changer beaucoup de choses pour un certain nombre de nos patients douloureux chroniques. Pour la dépression, qui est aussi un gros thème abordé avec les programmes MBCT, là on a eu très vite, il y a une grosse étude là en 2010 qui est sortie, justement pour des patients déprimés qui avaient déjà fait 3 épisodes de dépression. Et on s'est rendu compte au bout de 18 mois que les 8 séances de MBCT avaient la même efficacité que les traitements antidépresseurs, c'est-à-dire
à peu près 30% de rechute de la dépression par rapport aux 70% du groupe placebo. Donc ça veut vraiment dire qu'avec ces 8 séances de MBCT, on arrive à être aussi efficace, souvent avec beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec les antidépresseurs. C'est exactement pareil aussi pour les troubles anxieux, où là, ce qui est aussi très important dans toute cette démarche, cette évaluation de ce qui se passe dans notre mental, c'est justement d'éviter la rumination. Quand je vous disais tout à l'heure qu'en général, quand on a quelque chose qui nous préoccupe, ben, on se le ressasse, on se le répète, on sait très bien se radoter à soi-même et se redire que ça n'ira pas, ça ne pourra pas aller, on n'y arrivera pas. Tout ça, on se le décline sous tous les modes, mais ça ne fait pas tellement avancer les choses et au contraire, on sait maintenant que c'est le lit, justement, soit de continuer de développer des troubles anxieux, soit de la dépression. Et donc ça, de s'en rendre compte, parce qu'encore et toujours, c'est vraiment cette prise de conscience qui est importante, de s'en rendre compte, ça permet d'éviter de réutiliser toujours ces mêmes réseaux, ces mêmes modes de fonctionnement qu'on peut avoir, ces mêmes schémas de pensée, on arrive progressivement à modifier, parce qu'on se dit « Ah non, là je retombe encore dans la même chose, c'est pas la peine, donc je vais m'occuper d'autre chose ». Et donc c'est de décider délibérément de détourner son attention sur ce qu'on décide de rencontrer. Les troubles du sommeil, je vous en parlais tout à l'heure, effectivement, si on n'arrête pas d'avoir cette espèce de défilé de scénarios dans notre tête, où on est convaincu de tout ce qui nous arrive, hein, et surtout la nuit, à 3 h du matin, alors là, il se passe des choses, peut-être pas en faire des films, extraordinaires, oui. Quand on se réveille le matin, on dit quand même jusqu'où j'ai été déliré dans mon coin. Effectivement, tant qu'on laisse notre esprit vagabonder, on continue d'alimenter ça, mais on n'arrive pas à l'arrêter, à le bloquer. Alors si on décide, non, je ne peux plus sauter, parce que dans la méditation, on dit beaucoup que notre mental correspond à un petit singe qui saute de branche en branche. Comme ça, on peut faire la forêt en entier. Voilà. Simplement, on arrête notre petit singe, on dit non, non, là, ça s'arrête, et on se met à penser juste à notre souffle. En général, en 3 respirations, on redort et sans trop de problèmes. Pour la gestion du stress, c'est aussi donc là plus les programmes MBSR, donc on a vu toutes les maladies cardiovasculaires. Et aussi un point particulier, c'est dans le cancer, où effectivement, pour toutes les pathologies cancéreuses, c'est comme pour d'autres pathologies, mais avec tout ce que ça implique comme angoisse par rapport même au mot cancer, par rapport à la maladie, et où pour beaucoup, on s'est rendu compte que là aussi, à partir du moment où on leur a annoncé, s'ils se regardent dans la glace le matin, ils sont là à se dire qu'ils ont un cancer et comment ça va évoluer et à s'inquiéter pour l'avenir. Et beaucoup de patients n'arrivent même plus là aussi à profiter de leur entourage, de ce qu'ils ont, parce que simplement ils sont bloqués, ça les tétanise en fait, ça les sidère de rester dans cet état d'anxiété lié simplement à l'annonce de la pathologie, et qu'ils, là aussi, ils vont se le répéter inlassablement. Alors, réussir à les détourner de ça, à faire qu'ils puissent partir vers autre chose, à partir de là, effectivement, il y a tout un champ de possibles qui peut s'ouvrir, et avec lequel la maladie, du coup, n'est plus gérée du tout de la même façon. Je vais terminer juste sur la formation et insister là-dessus pour, là encore, dire que ce n'est pas une histoire de gourou, et qu'on ne décide pas de faire... allez hop, je vais organiser un groupe de patients là, de la méditation, ça a l'air tellement magique, allez hop, on va en faire. Donc on fait un petit week-end et puis on va dire qu'on sait faire. Non, non, pour réussir à être donc, instructeur d'un de ces groupes, MBSR ou MBCT, donc avec ma collègue Chantal Laurie, on a fait toute cette formation, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire nous-mêmes le programme des 8 séances en tant que participants. On a fait ce qu'ils appellent une retraite de formation en résidentiel, donc on part en général au milieu de nulle part et on reste là pendant une semaine et de 7h à 23h, on médite et on apprend à gérer les exercices qu'on fait. À la suite de quoi on a co-animé un groupe avec un des instructeurs de notre formation à Sainte-Anne, qui eux sont homologués et font des groupes depuis déjà 10 ans, une dizaine d'années. Donc on a co-animé avec eux pour justement se permettre, nous, de commencer à faire des groupes de patients. Ce
qui aussi nous est demandé, c'est de continuer à avoir une pratique très régulière. Et c'est vrai que plus on a une pratique régulière, plus ça nous est facile en fait, de partager ces exercices avec les patients. Mais aussi de faire une supervision régulière, c'est-à-dire qu'on puisse débriefer les problèmes qu'on peut rencontrer au décours de notre groupe, ce qu'on fait là, à peu près 3 ou 4 fois par an, là encore avec les psychiatres de Sainte-Anne. Et si on le peut, faire aussi des stages de renforcement des pratiques, c'est-à-dire que là aussi on part pendant 3-4 jours, 10 jours si on le souhaite, et pour faire justement des exercices méditatifs de manière un peu plus poussée, un peu plus prolongée. Il y a tout un tas de DU qui sont en train de se mettre en place. Le premier, c'était un DU à Strasbourg qui s'appelle Médecine, Méditation et Neurosciences, qu'on a fait là aussi, Chantal et moi, qui ne vaut pas pour la formation en tant que telle, mais qui nous valide, je dirais, sur un plan scientifique. C'est-à-dire que là aussi, on a été là 2 fois une semaine, de 7h à 23h, à méditer et avoir des cours de neurosciences qui se rapportent à la méditation. Donc ça, c'est vrai que ça donne quand même un vrai bagage scientifique par rapport à ça. Et puis, il y a un certain nombre de DU qui sont en train de s'ouvrir à Nice, à Montpellier, à Toulouse, et il y en a un à Paris 6, pour justement essayer de valider l'intérêt de la méditation dans la relation de soins, parce que effectivement tout ce que je vous ai décrit, vous vous rendez bien compte qu'en tant que soignant, c'est un apport énorme pour réussir à s'occuper des gens, avoir le maximum d'empathie, sans s'user nous-mêmes, et en restant justement à notre bonne place en tant que soignant. Alors, à la fac de Paris 6, ils ont commencé déjà à proposer ça aux étudiants de 4e année. Ils ont la possibilité en optionnel de faire ces 8 séances de méditation. Et là, on est en train de mettre en place sur Paris 5 un programme justement une option sur la méditation proposée à nos étudiants en médecine. Donc là, qui est en train de se mettre en place. Et qu'effectivement, alors, c'est une mode, la méditation, on en parle beaucoup dans la presse. C'est une mode qui, je pense, a vraiment des vraies raisons d'être. C'est-à-dire que si c'est bien fait, et là encore j'insiste sur le fait que ça doit être fait par des gens qui savent comment gérer des groupes, et comment les amener justement à toute cette prise de conscience, et à les amener aussi à le pratiquer au quotidien. C'est pas juste, on a fait ça pendant une période, et puis bon, après ça on passera à autre chose, on passera à l'hypnose, on passera... Et c'est en train de se développer dans les écoles. Il y a beaucoup de programmes qui s'ouvrent par rapport à ça. Dès l'âge de 4 ans, il y a des programmes spécifiques pour ça, et qui jouent beaucoup sur les troubles de l'attention, sur le fait de diminuer, d'être devant des écrans en permanence, parce qu'on s'est rendu compte que l'ennui, entre guillemets, ça avait une vraie faculté de stabilisation. Et donc ça, c'est vraiment important. Et puis aussi, d'apprentissage, de la bienveillance envers soi et envers les autres. Forcément à se taper les uns sur les autres dans la cour de récré. Puis dans les entreprises, ça se fait beaucoup. C'est Google qui a commencé à mettre un grand programme comme ça chez eux, dans leur entreprise. Et il y en a de plus en plus qui font ça. Alors les DRH, ils voient un véritable intérêt parce que ça diminue l'absentéisme. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça développe vraiment et l'autonomie des personnels et vraiment leur créativité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en train de se développer. Dans l'armée et la police, aux États-Unis, là, les soldats, avant de partir en Irak, la plupart avaient droit aux 8 séances de méditation avant de partir combattre en Irak. La police, et entre autres au niveau du GIGN, les groupes interventionnels comme ça, ont aussi des séances de formation qui vont dans ce sens-là. Dans les prisons aussi, ça se fait. Donc vous voyez que le champ d'action est vraiment très large. Au Parlement britannique, il y a ceux qui ont monté le programme MBCT là, ont été proposés des séances aux députés britanniques qui en redemandaient plutôt, donc ça peut être encourageant. Et puis pour les soignants dans les hôpitaux, à mon avis, ça reste complètement à faire, parce que je pense que là, c'est un vrai apport justement, et pour les personnels, et par rapport aux patients dont on s'occupe, pour justement essayer d'avoir plus de bienveillance, et pour nous-mêmes, et pour les autres, et ça sur du long terme, parce qu'on a un long chemin à faire ensemble.
Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc, sur ce qu'est la méditation en pleine conscience, qui est vraiment basée sur quelque chose de scientifique et qui, moi, m'a changé beaucoup de choses dans ma vie au quotidien. On le voit, nous, par rapport à nos patients, ça leur change aussi énormément de choses dans leur manière d'appréhender leur vie derrière. Donc, je vous souhaite à tous d'essayer ça un jour dans votre vie. Vous verrez, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà.